écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. On a l'immense plaisir de recevoir Mostafa Kadeli, le professeur de l'université de Rabat que vous connaissez bien, qui a animé énormément d'épisodes de nos podcasts Histoire. Il est de retour parmi nous. Bienvenue Mostafa. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver, nos amis. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de Bouhmara. Alors Bouhmara, à la fois, faussaire, traître, rebelle, messie. Je sais même pas comment qualifier ce bonhomme et son parcours incroyable, parce que je crois qu'on a entre les mains le scénario d'un film. Est-ce que tu peux nous raconter ça, s'il te plaît? Je vais essayer de faire de mon maximum, mais en tout cas c'est un personnage assez pittoresque dans l'histoire du Maroc, à commencer par le nom, Bouhmara, qu'on prendrait aujourd'hui pour une insulte, Boutrioult, ce qui n'est pas forcément le cas, puisqu'à l'époque, il avait fait, je crois, le choix de monter une ânesse comme une histoire de Mahdi el-Montadar. En référence au sauveur. Au sauveur. Et c'était quoi son vrai nom donc? Jilali Zraouni. Alors Jilali Zraouni, il commence ses activités quand et à quoi ressemblait le Maroc à ce moment-là? On parle de lui comme quelqu'un qui avait bénéficié des missions que Hassan Ier avait envoyées à l'étranger pour se former au métier de l'armée. Il avait envoyé des marins en Italie, des artilleurs, des gens pour faire de la géologie, de l'artillerie, de l'armée moderne en France également. Il y a plusieurs noms, plusieurs personnages. Donc juste une petite parenthèse, parce qu'on a parlé de ça dans un autre podcast, où on nous a raconté que Hassan el-Awwal donc avait envoyé des boursiers, quoi, on peut dire ça, 500. C'est cela. Voilà, pour essayer de monter le niveau, quoi, pour aller vite. Et il faisait partie de ces gens-là, donc? Oui, paraît-il, oui, mais sauf qu'au retour de ces gens-là, les ulama ont vu dans ces nouveaux arrivants, enfin ces revenants plutôt, comme une menace. Donc du coup, ils ont commencé à lancer du fatwa contre eux. Et du coup, plus personne n'a occupé des fonctions. J'ai essayé de gratter un petit peu pour voir qu'est-ce qu'ils sont devenus les uns et les autres. Il y a quelqu'un, paraît-il, qui avait fait de la chimie. Il a été enfermé par un notable, je ne sais plus dans quelle ville à Marrakech ou à Fès, pour lui faire de l'or, pour lui fabriquer de l'or. Il y a un topographe, paraît-il, qui a été réquisitionné par Hassan Ier lui-même, uniquement pour lui choisir les lieux des campements lors de ses harkas. D'accord. Au moins, il était dans son métier, quoi. Oui. C'était peut-être un peu surdimensionné comme formation, mais... Oui, en tout cas, c'est les petites traces, un petit peu les bribes. Il y en a un qui est resté en Russie, qui est tombé amoureux d'une noble. Oui, il y a un autre que Lyoté avait rencontré à Marrakech après 1912 et qui en avait marre. Et donc, du coup, il avait laissé tout tomber et puis il a vécu sa vie normale sans rien de spécial. C'est-à-dire, on a des bribes comme ça que j'ai retrouvées dans les mémoires de certaines personnes, surtout les officiers français, qui ont évoqué un petit peu quelques connaissances sur ces personnages-là, parce que chaque fois, ils commencent par la relation entre la France et le Maroc, par ces accords faits par Hassan Ier lui-même avec les Français voisins en Algérie, en leur demandant de moderniser son armée. Bon, ce qui paraît logique et illogique en même temps. Faire appel aux voisins conquérants pour moderniser son armée, c'est une manière aussi d'introduire le Juda à l'intérieur de cette armée. Le cheval de Troie. Le cheval de Troie, et c'est ce qui est arrivé, bien sûr, en 1911. 1911-1912, il y avait une mission militaire française dans la ville de Fès et qui a joué un rôle très déterminant dans les événements qui ont eu lieu juste avant la signature du protectorat et tout de suite après. Ok, alors on revient à Bouhmara, il revient de France, c'est ça, avec paraît-il, je veux dire, rien n'est vérifié, mais en tout cas on dit en tout cas c'est quelqu'un qui a une formation, quoi. Qui a une formation, il connaît Dar el-Makhzen bien de l'intérieur, donc apparemment c'est un homme lettré. Un homme lettré, il connaissait Dar el-Makhzen de l'intérieur, apparemment il y a travaillé comme par ses compétences ou par son savoir-faire. Et puis on connaît l'histoire de la mort de Hassan Ier au mois de juin
1894. Qui a été caché. Qui a été caché, et son grand vizir, son chambellan, Bahmad, qui a fait le choix de désigner le plus petit ou le plus jeune de ses enfants, qui était Abdelaziz, et qui avait 14 ans comme sultan. Pour le contrôler, quoi. Pour le contrôler, mais en tout cas, ça paraissait un petit peu illogique vu le contexte, etc. Et à partir de ce moment-là, c'est un début d'une décadence d'une manière très rapide, puisque plus personne ne commande les choses véritablement. Et c'est là que Bouhmara apparaît, Jilali Zrhouni, du côté de Taza, en 1902, et il a convaincu les gens qu'il était le fils aîné, Moulay Mohammed, ou la Moulay Mohammed, le fils aîné de Hassan Ier. Ce fils aîné était le khalifa de son père à Marrakech, effectivement, et au début de 1894, Hassan Ier est revenu de sa dernière harka à Tafilalt. Il est passé par le Tizin Tlouet, à côté de l'actuel Tizin Tishka, pour rejoindre Marrakech. C'est là qu'il a eu un grand problème, tempête de neige, etc. Le Glaoui, le Madani Glaoui qui le sauve, et c'est là que le Glaoui commence à prendre des grades dans la hiérarchie du Marzen. Il arrive à Marrakech et il démise son fils Mohammed de ses fonctions de khalifa de son père. D'accord. Et donc c'est là que... Mais pour quelle raison ? On ne sait pas exactement. Bon, il peut y avoir différentes raisons sur incapacité, incapable, des erreurs, des manigances. On est en 1894, début 1894, janvier-février, puisque le Moulay Hassan Ier il est mort en juin 1894. Donc il prenait la route par le Tadla, il montait vers le Moyen Atlas. Il avait un problème à régler avec une tribu qui s'appelle Aitzman et un personnage maraboutique local qui est très en vue, qui s'appelle Amhaush. Sidi Ali Amhaush, l'ennemi intime de Mohamed Zayani, qui est juste le grand caïd Marzania à côté, qui était à Khnifra, etc. Donc là, juste pour faire le topo. Et donc il était dans la plaine de Tadla, exactement dans un lieu qui s'appelle Darul Zidouh, c'est un village, une petite ville aujourd'hui, pour traverser le Marbi', ce qu'on appelle le Mshra, c'est-à-dire les passages à gué. Quand il n'y a pas de pont, il y a des lieux précis pour traverser la rivière. Traverser la rivière, c'est pas une chose anodine, surtout quand il n'y a pas de pont sur les choix du route, etc. Bref, il meurt là. Et donc, Abdelaziz devient sultan. Bon, il y a beaucoup de détails sur l'histoire. Mais avec la mort de Bahmed en 1900, les choses se compliquent. D'accord. Alors, rappelons que Bahmed, tant qu'Abdelaziz était jeune, c'était en fait lui qui gérait le Maroc. Total. Voilà. Total. Et il avait choisi Abdelaziz parce que, étant jeune, il savait qu'il aurait la main sur lui. Oui, et puis bon, pourquoi il a profité que le khalifa désigné par son père a été démis de ses fonctions de khalifa, donc il n'avait plus théoriquement le droit de régner après son père. Le khalifa étant Mohammed. D'accord. Mais il avait d'autres enfants aînés, plus aînés que Abdelaziz, qu'il n'avait pas choisi. D'ailleurs, les gens qui ont protesté, les frères Jami, il les a tout de suite leur a mis les entraves, comme on dit, et puis il les a envoyés à Tétouan en prison. Les deux frères Jami qui étaient membres du gouvernement. Nous avons un témoin oculaire qui a assisté à tout cela et qui a raconté tout cela à Mokhtar Sossi autour de la table d'hôte, qui est un personnage du Marzen et qui a assisté à tout cela et qui a raconté dans le détail de cela, comme ça s'est passé dans le campement au bord de la rivière de Marbi', dans Darul Zidouh, la nuit fatidique. Même le bonhomme qui a lavé le corps de Hassan Ier était un talib aveugle. C'est-à-dire pour qu'il ne voit pas le personnage qu'il est en train de laver, qui était mort. D'accord. Laver des morts lors d'une harka, c'est quelque chose de normal. Je veux dire, les gens décèdent, etc. et on les enterre sur place et n'en parlons plus. Donc, si on rentre dans le détail, on a énormément. Sauf que 1900, Bahmad meurt. Son frère Sis'id, parce qu'on a une Darsi Saïd Amrak, c'était son frère également meurt. Je veux dire, c'est une série de morts dans la famille de Bahmed qui est intrigante en 1900 d'une manière successive. 1902, je passe, Moulay Abdelaziz était sur le trône. Il était entre Marrakech et Fès. Il a passé un moment à Fès. Il est venu à Marrakech et puis il est reparti sur la ville de Fès. Et là, Bouhmara était de côté de Taza. Il a convaincu les gens qu'il était le fils aîné de Hassan Ier Moulay Mohammed, et que son frère lui a pris le trône légitime, puisqu'il est le fils aîné, l'héritage, en quelque sorte. Et les gens l'ont cru. Il n'y avait pas de photo à l'époque. Il n'y avait pas de mass média. Comment dire à quelqu'un que tu n'es pas le fils véritable de Hassan Ier? Et paraît-il, par un système de petites prouesses, il a réussi à leur montrer qu'il est faiseur de miracles, donc ils peuvent lui faire confiance, puisque c'est un shérif, il a la baraka, il a le pouvoir, etc. Et là, quand il se déclare, il prend la ville de Taza, il expulse le caïd local,
Et bien sûr, le qaïd local, expulsé, il va à Fès et puis il informe, il rapporte, et c'est là que commence la guerre entre l'armée du sultan Abdelaziz et Bouhmara. Alors, on m'a dit qu'il avait également des qualités de faussaire, puisqu'il était capable d'imiter ou alors de voler les sceaux. Non, les sceaux, on peut les fabriquer. Il y a des gens qui les fabriquent, il n'y a pas de problème. Y compris le sceau du sultan. Bien sûr, tout se fabrique. Fabriquer un sceau, c'est pas compliqué. Non, mais au-delà de ça, pour se faire passer pour quelqu'un de cette envergure, il faut avoir j'imagine, une certaine connaissance, une certaine crédibilité, une certaine capacité à parler ou à manipuler les gens. Donc, il avait tout ça. Apparemment, puisqu'on a dit, apparemment, il fait partie des gens qui ont fait des formations à l'étranger. Il connaissait dans le monde de l'intérieur et son fonctionnement, les noms des personnages, etc. Et puis, beau parleur, certainement, oui. Donc là, il règne sur Taza. Sur le Taza. Qui n'est pas très loin de Fès. Hein. Non, on est à cheval, hein, je veux dire, c'est pas très loin. Et surtout que la région de Taza, c'est un conglomérat de tribus. Taza, c'est la ville capitale d'un conglomérat de tribus qui se trouve entre le Moyen Atlas et le Rif, Prince, Tsoul, Riyata, Aïtzoroshen, Aïthwarain ou Labni Warain et Gznaya. C'est les tribus qui sont tout autour de la ville de Fès. Juste après, on a le Hiyaïna. Le Hiyaïna, ça y est, on est sur les hauteurs de la ville de Fès. De l'autre côté, il y a l'Ibn Iznasen et pas très loin, la frontière avec l'Algérie française, qui regardait bien ce qui se passait de ce côté-là, et pas loin non plus, il y a la ville de Mlilia, espagnole, qui était aussi très connectée à ce qui se passait au Maroc. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte où les Espagnols, les Français, les Anglais, les Italiens, les Allemands se disputaient qui aurait le droit d'occuper le Maroc, ou en tout cas d'avoir des rapports privilégiés, en tout cas d'avoir le Maroc sous la main, puisque c'était la ruée sur le gâteau qu'on appelait à l'époque l'Afrique. Depuis le congrès de Berlin, 1883-84, on a ce qu'on appelle diviser le gâteau africain entre les puissances européennes, et le Maroc reste l'un des rares points qui était reconnu par les États européens comme un État souverain, comme un pays souverain. Donc nous sommes dans un contexte de compétition entre les pays européens, et nous avons ces histoires internes, cuisine interne, de conflits internes, de problèmes de pouvoir, de gouvernance, de compétition, de compétiteurs, de faux sultans, de vrais sultans qui ne gouvernent pas. Et quand il commence à gouverner, il a du mal à gérer les affaires. Et sur cela, on a plusieurs témoignages, notamment de ces étrangers qui étaient dans la cour d'Abdelaziz, qui étaient très éprisés par toutes les nouveautés. Il achetait beaucoup à crédit de l'Angleterre, de France. Il achetait des appareils photos, des gadgets, des gadgets, même une petite locomotive qu'on lui a amenée. Il y avait énormément de commerciaux européens qui se succédaient dans sa cour parce qu'ils savaient qu'il était féru de technologie et il faisait des gros chiffres d'affaires avec lui. Tout à fait. Le problème, c'était tout ça à crédit sur le budget de l'État. Mais comme on confondait le budget du Makhzen avec le budget de l'État, les intérêts s'accumulaient, le non-remboursement s'accumulait, les banques commencent à demander leurs avoirs, et c'est là qu'on lui est arrivé ce qu'on appelle le congrès d'Algésiras en 1906, qui était à l'origine pour essayer que le Maroc défende ses propres intérêts, mais finalement ça s'est terminé contre lui, puisque sa souveraineté économique en quelque sorte, il a donné aux différents créanciers ce droit de collecter les taxes dans les ports marocains, c'est-à-dire sur les imports et l'export, et donc pour se faire rembourser leur argent, et c'est là puisque là, le début de la fin, et c'est le début de la fin de Moulay Abdelaziz. C'est là le point culminant du mouvement qui va naître contre lui en 1906, justement, celui de son propre frère Abdelhafid, qu'on appelle Hafidiyya, et c'est là qu'on commence à parler de deux partis politiques, les Aziziyya et les Hafidiyya, entre 1906 et 1908, quand ça s'est conclu par l'arrivée de Moulay Hafid à la place de son frère au pouvoir. Alors, comment se place Bouhmara dans cette affaire ? Il joue sur tous les tableaux. Au début, il s'installe au niveau de Taza et il arrive à avoir l'adhésion des tribus environnantes. Et pour rappel, Hassan Ier, quand il est arrivé au pouvoir en 1873, il avait rencontré les deux premières cébas de son histoire. La première, c'est celle de la ville de Fès, les tanneurs. Et à Taza, il y avait quelqu'un qui s'appelait Bouaz al-Habri, qui se prenait pour un Mahdi Muntadar et qui avait coalisé les tribus avec lui pour combattre le sultan. Et le sultan, il est allé
Après Fès, il est allé vers Taza et il a combattu ce Bouazza el-Hebri, donc il l'a vaincu, il l'a pris prisonnier. Et donc, nous sommes en 1873, arrivé en 1902, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'écart, à peine 20 ans, 25 ans. La région était toujours souffrante de beaucoup de problèmes. Et quand on dit souffrante sur le plan économique surtout, sa proximité avec l'Algérie, ses relations avec l'Algérie française, en termes de commerce d'abord, et les décisions du pouvoir d'autoriser ou de ne pas autoriser ce genre de commerce. Donc il y a différents éléments qui rentrent que ces tribus-là étaient prêtes à suivre un prétendant qui se présente d'une manière légitime en disant « je suis le fils aîné, aidez-moi à retrouver mon pouvoir ». Et bien sûr, la récompense, c'est que si je prends le pouvoir, si on gagne, vous serez les premiers gagnants, je désignerai le ministre parmi vous, vous aurez l'exemption des impôts, vous aurez l'axe du pouvoir, etc., etc. Je veux dire, c'est la région où les Mérinides avaient commencé, hein, c'est au plateau entre le Maroc et l'Algérie. C'est-à-dire, on a comme une sorte de, comment dirais-je, de révolte latente. Révolte latente et de reproduction de faits historiques passés. Est-ce que quand tu parles des Espagnols qui sont amenés liés à des Français qui landent sur le Maroc, des Anglais, pourquoi pas, est-ce que ça veut dire que Bouhamara a eu des aides des puissances étrangères? Oui, ils étaient contents de cette histoire. Les Français d'Algérie étaient très contents, les Espagnols aussi. C'est une manière, en tout cas ils ont trouvé un moyen d'affaiblir ce qu'on appelle le pouvoir central au Maroc, c'est-à-dire le sultan lui-même. Déjà lui, personnellement, il a beaucoup de crédits, de dettes, avec ses histoires d'emprunt pour acheter ses trucs. Les révoltes des tribus un peu partout, parce que après la mort de Bahmad, il y a beaucoup d'instabilité, les tribus bougent. Beaucoup, il y en a même certaines qui ont tué leur caïd parce que la pression était très forte. Pression fiscale. Absolument. Et puis, les Espagnols et les Français, même s'ils cachaient leur jeu à l'époque, ont, d'une manière directe ou indirecte, soutenu ce mouvement qui ne faisait que participer à l'affaiblissement du pouvoir central. Et donc, ça leur donnait une occasion en or d'intervenir dans les histoires du Maroc et dans les problèmes du Maroc. Parce que Bouhamara arrive à bouger dans un domaine qu'il a réussi un petit peu à fédérer autour de lui, depuis Taza jusqu'à Slouane. C'était aux portes de Mlilia, il n'y avait pas encore Nador, et c'est Slouane qui existait comme un centre de pouvoir, puisqu'il y avait un casernement militaire très ancien, une qsba, et du coup, il est arrivé jusque-là. Donc nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc oriental, était entièrement sous domination de Bouhamara. De l'autre côté, les armées du sultan n'arrivaient pas à mettre un terme à cette révolte. Toutes les armées envoyées par Abdelaziz ont été défaites. Et là, ça a participé au prestige de Bouhamara, de sa légitimité, de ses jeux, de ses capacités, de ses prouesses, de ses manigances. Plus il gagnait de batailles, plus les tribus le suivait, ce qui est une logique. Et là, il est arrivé jusqu'à l'Hiyaïna qui l'ont suivi, alors que l'Hiyaïna était d'habitude des tribus qui faisaient partie de ce qu'on appelle les armées des sultans liguiches, les Shraga, toute la banlieue, ce qu'on appelle la banlieue de Fès, les tribus tout autour de Fès, était une sorte de zone tampon où les tribus étaient en général des tribus guiches, c'est-à-dire des tribus de l'armée du sultan. Quand il sortait en Harka, c'est les premiers qui se mobilisaient. Le gros des troupes. D'accord. Il les a convaincus, donc du coup, il n'avait plus beaucoup de distance entre lui et la ville de Fès. À ce moment-là, la menace se fait forte sur Abdelaziz, la pression autour de la ville de Fès. Comment il réagit? Il réagit par l'envoi des armées qui sont défaites. Parce qu'il y avait un problème de commandement. Nous avons des récits de la mission militaire française, les militaires français qui étaient à Fès à l'époque, qui ont raconté à d'autres militaires qui sont venus par la suite, mais en tout cas, c'est des militaires français qui rapportent ce désordre qui régnait à l'intérieur de l'armée des sultans. Et comment il n'y avait même pas un seul commandement unique ou unifié. Par exemple, l'un des détails, l'armée du sultan arrive, il campe avant d'entamer la bataille avec l'armée de Bouhamara. Il dit Bouhamara comprend le désordre qui règne dans l'armée de sultan par un détail de rien du tout, lequel c'est par exemple le canon qui annonce la prière. Au lieu de l'Akbar, etc., comme le campement était immense, on faisait l'annonce de la prière par les coups de canon. Normalement, un commandement unifié annonce la prière par un seul coup de canon. Ben non, il y en avait plusieurs. Chaque chef de son armée tirait son coup de canon. Et là, Bouhamara a compris qu'il y a un problème de commandement et qu'il était facile de tailler en pièces cette armée. Alors, c'était qui le chef des armées à l'époque? C'est le successeur de Bahmad qui s'appelle Qaïd ibn Abi, ministre de la Défense, ou de la guerre, comme on appelait, Wazir al-Harbiya.
Et bien sûr les qaïds de l'armée du Marzen et les qaïds des tribus. Nous avons des tribus par exemple qui sont venues depuis le Haut-Atlas, le cas du Glaoui, le Gundafi, beaucoup de qaïds de l'intérieur sont venus soutenir les armées du sultan. Soutenir l'armée du sultan, ce qui était la tradition dans les armées sultaniennes depuis toujours. Et tout le monde est défait, tout le monde est, comment dirais-je, se sauve comme il peut. En 1900 3 ou 4, je crois, le Madani el Glaoui, par exemple, à un moment, il s'est retrouvé coincé entre les armées de Bouhmara et la frontière algérienne. Et il est passé par la frontière algérienne pour revenir au Maroc. Il ne pouvait plus revenir à la ville de Fès parce que l'armée de Bouhmara occupait la route. D'accord, donc ce Bouhmara a eu un certain poids militaire et il a géré à un moment un grand territoire, on peut le dire. Tout à fait, le Maroc oriental, je veux dire, à partir de l'Hyaïna jusqu'à Slouane. C'est une bonne partie qui est voisine de l'Algérie française à côté et de Melilla, l'Espagnol. Et c'est là qu'il en profite pour avoir des relations avec eux. Avec les Espagnols. Avec les Espagnols et les Français, direct ou indirect. C'est là, par exemple, qu'il leur vend une mine du côté de Slouane, mine de fer. La société espagnole avait mobilisé l'armée espagnole en 1910 pour récupérer ses droits, comme il disait. Bouhmara est terminé en 1909. Et en 1910, l'armée espagnole aide la société à récupérer son bien. Et c'est là qu'apparaît le chef de la résistance qu'on avait évoqué une fois, Cherif Mohamed Mziane, qui a battu les Espagnols dans cette bataille de El Barranco del Lobo, Arzal Ouchan, ou la Oued Dib, en 1910. Ça, vous pouvez trouver des détails sur cette partie de l'histoire dans le podcast qui s'appelle La guerre du Maroc, épisode 1, qui commence effectivement avec la vente d'une mine de fer aux Espagnols par Bouhmara et contestée par les tribus locales. Parce qu'en fait, il n'y a pas particulièrement de raison qu'il encaisse. Il a encaissé l'argent pour acheter les armes. Qu'il encaisse. Oui, en fait, c'était pas la sienne, surtout la mine. Pas particulièrement, en tout cas. Ils s'en foutaient. L'acheteur savait très bien que c'était pas le propriétaire. Mais ils s'en foutaient, ils cherchaient le prétexte. Parce que toutes ces histoires de colonialisme, c'est toujours des prétextes. C'est exactement en Tunisie. En Tunisie, le fameux ministre Khaireddine, soi-disant qu'on le présente comme un grand réformateur, blablabla, etc. À un moment donné, le sultan, on appelle ça le bey, lui avait donné une concession foncière comme salaire de son métier de grand vizir ou de premier ministre. Eh bien, quand ils se sont brouillés, Khaireddine s'est échappé en Turquie et il a vendu à une société française le domaine d'Onfeda. Et c'est pour le récupérer ? Eh bien, c'est pour le récupérer que la France est venue se tenir les droits de sa société. C'est comme ça qu'on commence la colonisation de la Tunisie en 1881. Oui, donc c'est sans arrêt la même histoire. C'est-à-dire qu'on t'offre, on te prête, enfin on te met en situation de dette et quand tu es insolvable, on t'envahit. Tous les prétextes étaient bons. Donc revenons à Bouhmara, il deal avec les Espagnols, il leur vend des mines. Avec les Français, qu'est-ce qu'il fait ? Les Français d'Algérie regardaient ça d'un bon œil, en tout cas juste à côté, parce que, comme je disais, la France a fini par convaincre la Grande-Bretagne de laisser tomber ses intérêts au Maroc en échange de la reconnaissance mutuelle des droits des uns et des autres. Les Français reconnaissaient aux Britanniques leurs droits sur le Soudan égyptien. Donc en 1904, la Grande-Bretagne, qui protégeait jusque-là l'indépendance du Maroc, a fini par reconnaître à la France son droit sur eux. Mais il pose deux conditions. La nécessité des droits pour l'Espagne et la nécessité de laisser Tanger international. Ça date de 1904. Dites, mais pourquoi ? Les Britanniques adoraient le Maroc, aimaient beaucoup le Maroc. Non, parce qu'il est en face de Gibraltar. Et ils sont en face de Gibraltar et ils regardaient leurs intérêts. Donc c'est une alchimie encore. Il fallait attraper les deux bouts du détroit. Absolument, les histoires de continuité territoriale, etc., de cuisine. Je dirais, ils sont des alliés, mais chacun essaie de tenir l'autre par la barbe. Donc à partir de 1904, et nous sommes à la période d'Abdelaziz, mais Bouhmara avait commencé en 1902, à partir de 1904, la France a garanti la neutralité de la Grande-Bretagne, qui est un grand défenseur des droits du Maroc, entre guillemets, pour des raisons qui les regardent. Et à partir de ce moment-là, l'offensive française commence sur le Maroc, par le trafic d'armes pour Bouhmara, partir de l'Algérie, parce que pour eux, tout ce qui pouvait participer à la compétition, affaiblir les Marocains se battraient entre eux, à ce que la CIBA dure comme on dit, etc., que les troubles, que le pouvoir ne soit pas stable, c'est très bon. Il fallait prendre, donc ils ont joué grandement le jeu. La carte Bouhmara. La carte Bouhmara qui était en leur faveur. D'ailleurs, en 1906, après Algésiras, à Marrakech, ça bouillonnait. Et à Marrakech, on parle de l'assassinat du docteur Mauchamp en mars.
juste après la fin de la conférence d'Algésiras. Parce que les bruits de ce qui a eu lieu en Algésiras est arrivé chez l'élite, et l'élite a diffusé l'information avec la rumeur, etc. Et donc on tue le docteur français qui était le docteur Mouchon, qu'on accusait d'espionnage. Réaction de la France, Léoté qui était gouverneur de l'Ouest algérien à l'époque, occupe Oujda. Seulement en 1905. Il occupe Oujda, personne pour défendre Oujda. Bouhmara, il était là, il était content, les Français arrivent, super, ça participe à son histoire. L'armée du sultan était occupée à Bouhmara et même la petite armée, il était tout le temps défaite, donc il n'y avait même pas d'armée marocaine pour défendre la ville d'Oujda contre l'occupation française. Seulement en 1906. Et voilà comment la France commence à faire sa pression. Parce qu'il se retire de la ville d'Oujda, avec réparation, avec beaucoup de choses. Et c'est là que les Français ont compris que leur allié, Abdelaziz, le point faible, le maillon faible du système maroc, le sultan lui-même était endetté, il était entre leurs mains, il acceptait toutes les propositions qu'il leur faisait. Il a accepté, il a signé le traité d'Algésiras. Ils avaient compris qu'il y a une opposition qui montait contre Abdelaziz et que Abdelaziz risquait de partir et donc il fallait trouver une solution pour mettre pied au Maroc, mais pas à partir de l'Algérie, à partir de la côte. Et c'est comme ça que vient le prétexte encore de l'occupation de Casablanca. Non, il y avait des travaux, oui, bien sûr, il y avait plein de petits détails, etc. Mais à partir du moment où les Français sentaient qu'il y a une opposition qui montait contre Abdelaziz et qu'il y a des risques qu'il allait dégager, ils ont commencé à réfléchir et pendant 2 ans, ça nous a donné l'histoire de Casablanca le 1er août 1907, suivi justement, la conclusion directe, c'était finalement l'opposition s'est déclarée nette et c'est Abdelhafid qui se déclare sultan à Marrakech, d'abord avec l'appui du Qaïd, du Haut Atlas, du Haus, du Souss, du Sahara, donc le grand frère de le grand frère qui était son khalifa à Marrakech. Donc on voit quand même ici le processus les impacte parce que ce qui est important en histoire, de se mettre d'accord sur les faits, qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, analyser tout cela pour essayer de dire ce qu'on appelle les interprétations possibles. Parce que notre problème au Maroc, parmi la corporation des historiens et même, comment se mettre d'accord sur notre passé qui est très long, très lourd, et en même temps comment le lire, et je crois que c'est ça l'enjeu. Malheureusement, la majorité continue à suivre la logique laissée par les historiens de l'époque coloniale qui nous ont laissé ce qu'on appelle la dichotomie. Oh, il y avait un bled al-Bakhzani et un bled al-Siba, et à partir de ce dualisme, on peut analyser tous les phénomènes. Non, on ne peut pas comprendre l'un sans l'autre, et l'un est lié à l'autre. Revenons à l'arrivée de Moulay Hafed. À ce moment-là, Bouhmara est toujours en activité dans le Nord. Absolument. Donc en fait, il a lutté contre deux rois, en fait. Enfin, 2 sultans. Oui, au début. Successivement. Oui, tout à fait. Successivement. Et c'est avec Abdelhafid, effectivement. Alors Abdelhafid, avec la nouvelle légitimité qu'il a vue. Là, les Français, ils n'étaient pas du tout contents de l'arrivée d'Abdelhafid. Les Français accusent Abdelhafid d'être l'agent des Allemands. C'est-à-dire que pour eux, c'est les ennemis éternels qui sont les Allemands, qui sont à l'origine de ce changement politique pour contrer les intérêts du Français qui tablaient et qui jouaient beaucoup la carte d'Abdelaziz. Et donc, pour eux, les Allemands, on leur en veut le Maroc, et Abdelhafid n'est qu'un agent des Allemands. Et bon, ça c'est le point de vue français. Mais ce qui est sûr, oui, le consul allemand à Marrakech était très favorable, et il a beaucoup soutenu cette nouvelle initiative qui mettait les bâtons dans les roues des Français et leurs intérêts au Maroc, c'est clair. Parce qu'en même temps, les Allemands avaient des intérêts, des sociétés allemandes avaient obtenu des permis d'exploration, ils avaient une grande présence, certes les Manisman et tout ça, ils avaient une grande présence dans les vallées de Souss, mais ils faisaient de l'exploration des mines avec autorisation légale, il n'y avait pas de problème avec les populations locales, etc. C'était surtout des explorateurs allemands qui circulaient dans la région, mais ils n'ont jamais eu de problème. Donc la main de l'Allemagne, d'une manière indirecte, oui, il était là. Mais je veux dire, c'est un contexte interne, puisque une partie en tout cas des Marocains, de l'élite marocaine à l'époque, voyaient que la souveraineté partait en perdition avec Abdelaziz. Alors il y a d'autres points de vue qui disent non, Abdelaziz était trop moderniste et du coup les gens l'ont haï. Mais quel que soit arrivé au pouvoir à l'âge de 14 ans et puis prendre les rênes en 1900, c'est-à-dire 6 ans plus tard, à l'âge de 20 ans, et commencer à diriger lui-même les choses, je crois qu'il était prisonnier des différents clans
qui se battaient à l'intérieur du palais, et on a beaucoup d'illustrations. En tout cas, c'est un jeu d'échecs assez trouble et assez bizarre à l'intérieur du palais. Alors quand on voit cela, et on se demande, mais quelles sont les origines de cette histoire de déperdition, de perte de souveraineté, de perte de symbolique du pouvoir, etc., c'est que les clans à l'intérieur du palais sont donnés à cœur joie à des batailles ridicules sur le pouvoir et sur la manière de manger, au fait, les recettes de l'État, parce que tous ces enjeux-là, c'est pour manger la recette, hein, ni moins ni plus. Alors revenons, continuons la chronologie. Donc Moulay Hafid est sultan. Ouais, 15 août 1907. D'accord. À Marrakech. Bouhamara est toujours installé là-haut. Oui, oui. Et ils vont se battre. Bah oui, tous les gens qui ont soutenu Moulay Hafid, je récapitule, hein, parce que c'est très important. Il y avait depuis Ma'al-Aynayn, qui était encore en vie, était un marabout, un grand chef de Zawiya al-Ayniya, jusqu'à l'anti-Atlas, le Souss, le Haut Atlas occidental, le Haut Atlas central, le Tafilalt, le Hawz, les Dukala avec les Hamar de Issa ibn Omar. Donc tout ce beau monde était réuni à Marrakech. Parce que quand même, changer de sultan, c'est pas une opération anodine. On ne le fait pas tous les siècles ni tous les 2 siècles. Des fois, on a l'habitude que 2 frères ou 2 cousins se disputent, mais que de décider de démettre un sultan et de mettre à sa place un autre, c'est une procédure assez compliquée quand même. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, Moulay Abdelaziz? Le pauvre, il a essayé de se battre et puis finalement il est parti à Tanger, il s'est retiré là, il est mort en 1937 ou 39 je crois. Sa fille Lamina était mariée au khalifa du sultan Moulay Hassan Ben Mahdi qui était à Tétouan. Il a vécu je crois que jusqu'aux années 80. C'est un des rares cas dans notre histoire de sultan déchu. Non. Vivant, je veux dire. Non, vivant. Qui est resté vivant. Oui, vivant. C'est-à-dire qu'il a eu une vie après avoir été roi. Oui, parce que là c'est le temps colonial. On est dans le temps colonial, c'est les Français qui l'ont aidé à décamper vers Tanger. Bien sûr. Sinon, bien sûr. il avait le choix entre fuir à l'étranger, comme on disait, ou se faire tuer. D'accord. Alors, donc, Moulay Hafid contre Bouhamara. Eh bien, Moulay Hafid trace de Marrakech avec les harkas de toutes les tribus qui l'ont soutenu. Et là, c'est plus lourd, quoi. C'est plus lourd. Il part d'abord vers le nord, vers la Chaouia, parce que les Français étaient à Casablanca. Les Chaouias se battaient contre les Français au niveau de Casablanca et de la Chaouia, ou la Ziyan, ou la Tahaddou, etc. Et donc, il a essayé de les soutenir, sans succès. Mais il obtient des Français par négociation de stopper le mouvement, histoire de voir, parce que les Français se tenaient à Abdelaziz. Mais bon, là, quand le sultan lui-même arrive vers la Chaouia avec toute son armée, et son armée qui s'implique un petit peu, le chef de son armée s'appelle Souktani, un qaïd de la région de Souktana dans le Haut-Atlas, et je veux dire, bon, il convainc les Français de stopper, d'arrêter là. Ça, c'est un premier succès. Ensuite, il trace vers le Moyen-Atlas pour obtenir le soutien des qaïds de cette région. Mohamed Saïd de Al-Qsiba, Mohamed Hammouz Zayani de Zayan, d'ailleurs, qui l'escorte jusqu'à la ville de Meknès. Pendant ce temps-là, il y a une grande bataille juridique à Fès pour enlever la reconnaissance à Abdelaziz et donner la reconnaissance à Moulay Abdelhafid, qui était encore en route. Il arrive à la ville de Meknès, en janvier 1908. Il reste dans la ville de Meknès jusqu'en juin 1908. Et il ne rentre dans la ville de Fès qu'en juin 1908. Mais le 5 janvier 1908, la reconnaissance de la ville de Fès était acquise par procédure très longue, 6 documents. Et parce que, au début, vous savez, Abdelaziz, quand il était à Fès et son frère a été entraîné à Marrakech, il a demandé une fatwa au ulama de Fès, en leur disant, je suis le sultan légitime, mon frère, mon khalifa, s'est déclaré sultan. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est sorti de la ligne droite, il faut le tuer. C'est un kafir. Ça, c'est les ulama de Fès, en août 1907, puisque c'est Abdelaziz qui leur demande la fatwa. Les mêmes ulama, change la vie. Quelques mois plus tard, finalement c'est Abdelaziz qui doit dégager et c'est Abdelhafid qui représente la légitimité puisqu'il a été élu, si je peux utiliser le terme, comme sultan du djihad. Et la notion du djihad à l'époque, c'est défendre la frontière, pas comme les bêtises qu'on donne aujourd'hui au concept du djihad dans la scène internationale. C'est un autre grand problème. D'accord. Donc maintenant qu'il est légitimé par les ulama de Fès, il a 2 problèmes. Si je résume, il a les Français et il a Bouhamara. Ouais. D'accord. Alors il commence par qui? Les 2 en même temps. Mais les Français... Est-ce qu'il a les moyens de faire les 2? Et justement, c'est le grand drame. Parce que les puissances européennes n'acceptent de reconnaître sa légitimité que s'il reconnaît la continuité de l'État et d'accepter tous les accords et les dettes du Maroc que Abdelaziz avait contractés. C'était reconnaître Algésiras, reconnaître les dettes, continuer à rembourser la dette, etc., etc. Et il n'avait pas le choix, en échange de la reconnaissance. Sinon, on ne va pas vous reconnaître. Donc il accepte? Il accepte, bien sûr.
n'a pas le choix. Je veux dire, c'est les changements de régime aujourd'hui partout dans le monde, c'est l'histoire de continuité de l'État et des engagements pris par les prédécesseurs. Et dès qu'il avait besoin de la légitimité, et là, la reconnaissance des puissances européennes. Et là, il faut qu'il aille, il faut qu'il y ait une bataille avec Bouhmara, quoi. Voilà, mais sauf que là, quand même, il y a une adhésion de tout le monde. Et donc, du coup, son armée, quand même, devient. Et là, un peu plus Bouhmara est solide. isolé, quoi. Bouhmara, il dit ça. Là, il dit voilà, c'est l'occasion en or avec les troubles, le changement de régime, le changement de sultan. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Et puis surtout qu'il y avait encore ce qu'on appelle le clan des Azizis, les supporters des Abdelaziz, parce qu'il y avait deux clans, là, deux partis politiques. Les Azizis deviennent des alliés de Bouhmara. Non, pas les alliés, mais en tout cas, il essaye de jouer sur cela. Parce que les Azizis ne sont pas contents. Et est-ce qu'il va y avoir un choc, une bataille? Oui. C'est là que l'armée de Sultan est réorganisée. Ça va mieux. Ça va mieux. Sous un seul commandement, ça peut coller. Qui commande? Je me souviens plus parce que là, c'est les techniciens français qui rentrent en scène avec l'artillerie. L'artillerie commence à être utilisée d'une manière efficace. Mais en tout cas, on a de nouveau le Gundafi, le Glaoui, le Mskini, les qaïds des tribus qui sont mobilisés et les guiches du Parsen. Et ça va se passer où, ça? Et ça va se passer côté le Hiaïna, exactement. Le Hiaïna, c'est sur la route entre Tazaï et Fès. D'accord. Donc là, il est très proche. Donc il descend. Ça y est, il a déjà solidifié un peu le front nord, même si les Rifans ont commencé à faire des escarmouches contre lui. Donc ils ont fait un peu de pression. Mohamed Amzian, le père de Mohamed Ben Abdelkrim Khattabi également. Oui, le papa. Les Rifans n'ont pas été convaincus par Bouhmara. Et donc ils lui ont mis la pression. Du côté. Mais lui, dès qu'il a vendu en 1909, je crois, la concession, la mine, il s'est mis les Rifans à dos. Il s'est mis les Rifans à dos et puis il a dégagé, s'en foutait, il a pris l'argent, il a acheté les armes qu'il lui fallait. Maintenant, l'objectif, c'est la ville de Fès, donc il redescend de nouveau. Donc c'est vraiment près de Fès. S'il gagne cette bataille, il est dans la capitale. Il était dans la capitale, effectivement. Et il la perd. Voilà, c'est la bataille qu'il perd, la débandade de son armée. Et la cage. Nous avons le récit de ce monsieur qui l'avait mis en cage, le Qaïd Najm al-Khassasi. Il est de l'Arsas dans l'anti-Atlas. C'est une photo ou c'est un dessin? Non, c'est une photo, une vraie photo. Parce et on voit ce Qaïd dans la photo. De dos, il a dit, parce qu'il a raconté sa vie, Al-Mukhtar Soussi, qu'il a publié dans le volume 16 de son Masoul. Et 2 chercheurs l'ont traduite en français avec une excellente traduction en français. C'est extraordinaire, c'est un régal de lecture. La vie de ce Qaïd Najm, qui était un Qaïd Makhzan. Il n'était pas un Qaïd de tribu, il était un Qaïd de l'armée. Donc une sorte d'officier, quoi. On avait Qaïd Lemia, le centurion. Ce qu'on appelle les Romains, les centurions, Qaïd Lemia, ou Qaïd Raha. Qaïd Raha, c'est une sorte de colonel. Qaïd Lemia, c'est-à-dire qu'il avait 100 hommes. 100 hommes, capitaine. Centurion des Romains, 100. Donc il est placé dans cette cage, il est livré à Moulay Hafed. Il est livré à Moulay Hafed et on a le récit. Il le jette au lion. Non. Ah. Non. C'est le mythe. Non, c'est le mythe. Ouais, j'ai lu qu'on avait jeté au lion. Oui. C'est ce qu'il a dit aux Européens parce que l'intrigue. Bon, on l'expose, on prend son armée, on fait beaucoup de prisonniers, on les malmène. L'idée, c'est de l'humilier pour ça, Mais son audace, quoi. Il ne s'est pas senti humilié parce que, bon, il est usurpateur, donc il n'était pas le vrai Moulay Mohamed. D'ailleurs, Moulay Abdelaziz, de temps en temps, sortait Moulay Mohamed à faire la prière avec lui le vendredi, disant, regardez Moulay Mohamed là, le vrai. Moi. Le vrai, le faux, il est de l'autre côté. Il ne faut pas le croire, il ne faut pas le suivre. Parce que comme il y avait une opinion publique contre lui, il sentait la vapeur monter, il essayait de faire sa propagande lui aussi en montrant, regardez mon frère. Mais seulement son frère, il était enfermé, il le sortait de sa cage, si j'ose dire, parce qu'il l'avait enfermé. Oui, le Moulay Mohamed, depuis Bahmad, était enfermé, il ne sortait plus. Ah, d'accord. Il n'est mort que dans les années 40, je crois. Ah, donc c'était facile de se faire passer pour lui, vu qu'il n'était pas public. Bah quoi. oui. D'accord. Il ne bougeait pas, Moulay Pourquoi ils ne l'ont pas libéré et exhibé dans toutes les... Ils ont peur qu'il revendique... Dans tous les sorts du pays. Ils avaient peur qu'il revendique son droit également de devenir sultan. Et en même temps, je voudrais quand même rappeler que sans aucun document visuel, tout le monde peut se faire passer pour tout le monde. Tout à fait. Mais si le vrai se déclarait face à la débandade d'Abdelaziz, les problèmes, il a introduit Tertib, cette histoire de Tertib d'impôt, de la taxe, de la réforme, etc. Je veux dire, c'est lui. Donc la société marocaine était en ébullition contre ce sultan qui était jeune, qui ne maîtrisait pas les choses, qui prenait des décisions mauvaises, qui les alourdissait d'impôts, dont l'armée était défaite et redéfaite de nouveau, les Européens qui se pointaient, l'occupation de Touat qui fait partie de l'Algérie aujourd'hui, c'est noté
noir sur blanc, comme parmi les choses qu'on lui a reprochées, on lui a dit les Français ont occupé, toi tu n'as pas bougé le petit doigt. Les Français ont occupé Oujda, tu n'as pas bougé le petit doigt. Les Français ont occupé Casablanca, tu n'as pas bougé le petit doigt. Oui, c'est ce qui a fait le lit de la montée de Moulay Hafed. Exact. Et donc, s'il n'a pas fini au Lyon, c'est quand même un mythe que tu nous casses là, parce que cette histoire de Lyon, on la lit partout. Ah bah, c'est les Européens qui l'ont diffusé, qui étaient à Fès. Alors de quoi il est mort? Enfin, comme il a été exécuté. Bon, d'abord, la question qui se pose, c'est que les consuls européens qui étaient à Fès voulaient venir voir Moulay Hafid pour demander sa grâce, qu'ils ne pouvaient pas leur refuser parce qu'elle était devenue un peu enchaînée par toutes les histoires de dettes et de problèmes. Alors, les consuls européens qui se mettent en délégation pour venir demander la grâce de Moulay Hafid à Bouhmara, ça confirme toutes les hypothèses et tout ce qu'on peut imaginer sur la connivence des Espagnols et des Français avec Bouhmara quand il était côté Melilla et côté frontière algérienne. C'est leur homme, quoi. C'est leur homme. Grâce refusée. Et comme, non, ils ne pouvaient pas le refuser. Ah, grâce acceptée. Ils ne pouvaient pas l'accepter non plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Et bien justement, c'est là que le scénario arrive. Nous avons le récit du monsieur qui a exécuté la besogne. C'est le Bacha Mennou, Drissoul de Mennou, l'Adédaou Mennou, originaire d'une région du Chtouka, qui était le bras droit de Moulay Hafid et que nous a livré le récit. Encore merci, Mokhtar Sossi, ce grand homme. Mokhtar Sossi nous a sauvé beaucoup de mémoire orale, celle de Qaïd Najm, de Bacha Drissoul de Mennou. Et Drissoul de Mennou raconte ceci. Je le raconte comme si c'est lui qui le raconte, puisque c'était lui qui était présent. Mais je vais vous le raconter comme si c'était moi qui étais présent. Je t'en prie. Nous sommes en 1909. Moulay Hafid a reçu l'information que demain, les consuls allaient venir pour demander la grâce de Bouhmara et qu'ils ne pouvaient pas refuser, mais qu'ils ne pouvaient pas exécuter non plus. Donc il demande à Drissoul Mennou de tuer Bouhmara. Avant la demande de grâce. Avant l'arrivée des consuls le lendemain. Donc ça se passe la nuit. Et Drissoul Mennou dit, il appelle un esclave, il lui donne un pistolet, il lui dit, écoute, moi je vais marcher avec Bouhmara, on va parler, toi tu vas venir par derrière, tu vas lui tirer un coup de revolver dans le dos et terminer. Et il dit, l'esclave a trébuché un petit peu, il n'arrivait pas à tirer sur Bouhmara. Bouhmara se retourne, se rend compte, Drissoul Mennou dit, je suis retrouvé dans une situation un peu... Il commence à m'insulter, il me dit, Ntardar, tu veux me tuer, etc. Et il me dit, je prends le revolver de l'esclave et je lui tire dessus, et je mets de l'essence, et j'allume une allumette, et je brûle le cadavre. C'est le témoin qui a assassiné qui raconte. Bon. Ok. Sauf que le lendemain, quand les consuls arrivent, qu'est-ce qu'il leur dit, Moulay Hafid? Ah, désolé, les lions l'ont mangé. Eh bien, telle était la fin de Bouhmara. Ouais. Et la fin également de ce podcast. Merci beaucoup, Simstafa, pour l'incroyable suspense que tu as mis dans les dernières minutes. C'était un sacré récit. À la prochaine pour un nouveau podcast Histoire. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.